Bonjour, je me présente d'abord un petit Oui, peu pour les gens qui nous regardent. Je m'appelle Pascal Apsy, je suis anthropologue, je suis chercheur. Je travaille à l'université, mais je fais principalement de la recherche et un petit peu d'enseignement. Et puis, je suis venu discuter un petit peu avec Rémi parce que je travaille aussi dans une revue d'anthropologie. Et on vient de sortir un numéro dans lequel j'ai écrit un article qui raconte un petit peu ce qui se passe sur Réservoir Apps et puis aussi un petit peu ce qui se passe dans les cortèges quand Réservoir Apps filme, quand Rémi filme, mais aussi la place que Réservoir Apps a pris dans la vie des cortèges, dans la façon dont les gens ont trouvé dans ce média un espace pour s'exprimer, alors que souvent, la plupart d'entre nous sommes exclus des médias mainstream. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais raconter dans cette revue. Puis ça tombait plutôt bien parce que nous, on fait des revues thématiques et cette fois-ci, la thématique, c'était la liberté. Et on a fait cet entretien en plein état d'urgence sanitaire, en plein confinement, en plein moment où tombait aussi la loi sécurité globale, où nous arrive maintenant la loi fortifiant, je crois, les valeurs de la République, qui sont autant de finalement un peu des bombes qui nous tombent dessus pour limiter aussi la liberté d'expression. Et puis, il y a le gouvernement, mais il y a aussi toutes les plateformes en ligne qui tombent les unes après les autres, ou plutôt qui font tomber le couperet de la censure sur les gens qui s'expriment. Donc je trouvais que ça tombait très bien que ce numéro sur la liberté puisse aussi parler du travail de Rémi, et au travers du travail de Rémi, de la liberté qui permet pour beaucoup de gens d'exprimer des points de vue, d'échanger des informations au travers de ce média. C'est-à-dire que on s'est intéressé quand on a discuté avec Rémi, autant dans le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça permettait aux gens de dire dans le contexte de la crise sanitaire. Mais aussi on s'est intéressé, qu'est-ce que c'est être un média indépendant aujourd'hui, à l'heure où, comme vous le savez tous, la plupart des médias appartiennent à très très peu de groupes. Et il y a moins en moins de médias indépendants, c'est-à-dire de médias qui choisissent leur ligne éditoriale indépendamment de qui les finance. Voilà, donc déjà un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui. est-ce que tu peux nous dire cette revue, on parle de revue? Oui, c'est une revue Ça fait combien de temps scientifique. qu'elle existe? Alors le Journal des anthropologues, il a été créé il y a 30 ans, donc on est une vieille revue. On est une revue qui a été créée, c'est une revue professionnelle, mais c'est une revue qui s'attache aussi et surtout peut-être à parler des enjeux contemporains. C'est-à-dire que moi je suis pas journaliste, je suis pas éditorialiste. Tu es sociologue, on peut dire? Voilà, sociologue, anthropologue, ce qui est la même chose. Sociologue, anthropologue, il y a une petite différence? Alors, il y a une petite différence qui est une différence historique, c'est qu'au départ, les sociologues s'intéressaient surtout à la société dans laquelle, de laquelle venaient les sociologues, c'est-à-dire principalement à ce qu'on appelait le monde occidental, alors que les anthropologues allaient plutôt à l'étranger, dans les anciennes colonies notamment. L'anthropologie s'est d'abord développée comme une science coloniale. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que la différence n'a pas beaucoup de sens, surtout dans un monde globalisé. Finalement, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, nous, on a les mêmes outils à la fois de terrain, de travail de terrain, d'enquête. On a les mêmes outils analytiques et d'enquête qu'on travaille dans une entreprise en France, dans une école. On peut analyser le fonctionnement d'une école que si on va travailler dans un village perdu d'Amazonie. Donc c'est là où finalement, à partir des années 60 et de la décolonisation, la différence entre sociologie et anthropologie c'est peu à peu effacée au niveau des pratiques. Par contre, elle subsiste au niveau de l'académie. Il y a encore des disciplines. Moi, je suis recrutée en tant qu'anthropologue, d'autres le sont en tant que sociologue. Et peut-être juste pour finir la précision avant de revenir au sujet qui nous intéresse, les anthropologues, de par le fait qu'avant ils allaient travailler dans des sociétés où il n'y avait pas d'écriture, on ne pouvait pas lire les travaux des historiens, on était beaucoup obligés de passer par le terrain, par l'enquête, par l'oralité, par le fait de demander aux gens l'histoire de leur village, l'organisation de leur village, alors que les sociologues, eux, ils avaient déjà des statistiques d'État, il y avait des livres, il y avait des historiens, il y avait des gens qui avaient écrit avant eux.
dont cette habitude de l'oralité, cette habitude finalement de beaucoup parler avec les gens, de les observer, de faire du terrain, comme on appelle en sciences sociales, est restée beaucoup plus forte en anthropologie qu'en sociologie. Mais maintenant, notre objet, c'est le même, on étudie le fonctionnement de la société, le fonctionnement des groupes sociaux. Voilà. Donc, on est une revue d'anthropologues. Et donc, on fait des numéros thématiques. On en avait déjà fait un autre il y a quelques temps. Et c'était aussi lié un petit peu aux Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu veux que je t'en dise deux mots maintenant. Oui, je raconte un bien petit sûr, peu. tu en parles. Alors, oui, c'est un peu la deuxième fois que j'évoque les manifs des Gilets jaunes. On avait fait un premier numéro en mars 2020, tout au début du confinement, à une époque où finalement le monde était en effet, enfin le monde, la rue en France était en effervescence, où il y avait beaucoup de mobilisation contre plutôt la réforme des retraites. Il y avait aussi beaucoup de mobilisation à l'université, et puis il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Et donc nous, en tant qu'universitaires, on était aussi en grève depuis l'hiver 2019 pour des questions de réforme de la finance et de l'organisation de l'université. Et on avait décidé, comme on était en grève, de se mettre en grève aussi dans les revues dans lesquelles on travaille. Et on avait fait une revue en lutte. Et dans cette revue, parce que on va pas se mettre en grève et arrêter de publier, c'était plutôt arrêter de publier des articles scientifiques plus traditionnels. Un peu comme les Japonais, je t'arrête, un peu comme les Japonais qui continuent de travailler avec un brassard, on est en grève. Voilà, non, sauf que nous, cette fois-ci, on a travaillé pour nous. C'est-à-dire qu'on a travaillé... on travaille toujours pour soi dans la recherche. On est quand même des privilégiés où on a encore un espace de liberté. Mais on a arrêté de penser à nos carrières, à nos curriculums, et on a pensé à parler, nous, en tant qu'universitaires, des réformes, mais aussi à faire parler d'autres parmi tous les gens qui étaient en grève ou en manifestation ou en colère à ce moment. Donc on a fait un numéro qui portait... Il y a des articles sur la réforme du bac, il y a des articles sur les retraites, il y a des articles sur la précarité étudiante, il y a des articles sur l'hôpital, et il y a des articles aussi sur les mobilisations universitaires. Et il y a un article sur les mobilisations des Gilets jaunes. C'était pour dénoncer un petit peu ? En fait, c'était pour rendre compte que finalement, toutes ces mobilisations, elles disaient un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on vivait tous des attaques du gouvernement sur non seulement nos niveaux de vie, parce que il n'y a pas que des questions statutaires à l'hôpital ou à l'université. On ne défend pas seulement des revenus, on ne défend pas seulement des privilèges, on défend aussi une certaine vision de la société. Et nous, on défendait tout simplement le droit de faire notre métier bien, c'est-à-dire d'être suffisamment d'enseignants pour encadrer les étudiants, que nos étudiants soient moins précaires, qu'ils ne soient pas obligés de travailler en même temps que leurs études, à un point où parfois ils ne peuvent plus suivre leurs études. Et puis on défendait aussi le service public contre les assauts du marché, et le fait que de plus en plus l'université n'est plus un lieu de connaissance, mais un lieu qui doit trouver sa place sur le marché des connaissances. C'est-à-dire que maintenant les chercheurs, ils sont aussi évalués, non seulement parce que ce qu'ils produisent est bon ou mauvais, mais aussi combien d'argent ils ramènent. C'est-à-dire qu'on est obligé de se vendre sur le marché, de faire des appels à projets, de trouver de l'argent à l'extérieur. Et donc il y a quelque part un fonctionnement de marché qui est rentré dans l'université, de même qu'il est rentré à l'hôpital, de même qu'il est rentré à la poste, de même qu'il est rentré dans les télécommunications, de même qu'il est rentré dans l'ensemble des services publics. Donc c'est pour ça qu'on avait trouvé important de faire ce numéro de journal qui parle finalement de toutes ces luttes qui se retrouvent justement dans la défense de ce que nous on appelle, alors les Gilets jaunes appellent ça un monde meilleur, et puis on peut l'appeler ça aussi un monde plus juste, ou un monde plus égalitaire, et en tout cas un monde qui est moins soumis aux diktats du marché. Et là, pour ce qui concerne la revue, elle est en vente. Où est-ce qu'on peut la trouver, la revue ? Parce que tu me la montres, ma question, je l'avais pour plus tard, mais...
En fait, je vais te montrer les 2 revues. Donc Qu'est-ce ça, qu'on m'en parle? d'abord, donc ça c'est le numéro qui est paru. Hors norme, 2020. Voilà, parce que c'est un numéro hors série. Donc on avait eu l'occasion dans une manifestation de le présenter un petit peu. Oui. Donc il y a effectivement cet article où on parle des dernières mobilisations des Gilets jaunes. Tu te souviens, on était vraiment au bord du confinement. Je crois que la manifestation a eu lieu le samedi Oui, et le dimanche, on 14. nous a renvoyés chez nous, quoi. Là c'est le 3 mars, le 7 mars, mais sinon le 14 mars, c'était la dernière, l'acte 70. Voilà. Et donc là, il y a un article qui s'appelle Pour un monde meilleur. Oui. Chronique en jaune au bord du confinement. Donc il parle de ces dernières manifestations. Et puis il y a aussi la revue pour laquelle tu as fait cet entretien. Oui. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus 2021. sur le travail de Rémi, qui est toute chaude, qui vient de sortir. Et donc il y a un entretien avec Rémi pour comprendre un petit peu, je ne sais pas si les coulisses, parce que t'en parles quand même, donc c'est pas une grosse surprise pour les gens, mais voilà, qu'est-ce que ça donne quand Rémi n'interviewe plus les gens, mais il est interviewé par un sociologue. Oui, pas simple. Et puis... Parce que des fois je suis parti dans tous les sens, un petit peu peut-être. Après on avait 2 entretiens. On a eu 2 entretiens et pour moi c'est une première, donc c'est pas forcément simple tout de suite comme ça. Toi tu t'y connais, moi je m'y connais moins. Je te filme, je suis pas souvent filmé, enfin tu vois. Oui, je crois que c'est surtout ça. J'étais pas filmé, mais il fallait que je me livre un petit peu, pas intimement, mais le côté du boulot quoi. Même ça c'est pas simple pour moi. Non, c'est pas simple parce que finalement, c'est plus commode de poser des questions et d'écouter les autres que de se livrer soi-même. Ouais. Et moi, de ce que j'ai compris dans l'entretien, il y avait aussi la question de se livrer par rapport à un monde où il y a la censure. Oui. Et puis, voilà, et puis c'est pas toujours simple, à la fois pour des raisons, comme tu l'as dit, un peu personnelles. Surtout quand on est une personne publique, on a aussi un jardin privé, mais c'était pas, malheureusement pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vie privée de Rémi, c'était pas du tout l'enjeu de l'enquête. Là on a parlé des manifestations, des plateformes de diffusion, de la censure, de la liberté quoi. Voilà, alors on a parlé à la fois du fonctionnement de Réservoir Apps, de ce que ça veut dire d'être un média indépendant à un moment où justement ça devient à la fois difficile en ligne, oui. avec les vidéos qui sautent, et puis difficile sur le terrain, avec un certain nombre de lois qui rendent de plus en plus compliqué la diffusion d'images live, notamment quand il y a les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre, c'est pas nous qui les appelons, elles arrivent sur le terrain. Et ensuite, on a aussi parlé de ce que ça voulait dire peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire quand on est un média comme Réservoir Apps qui se définit d'abord par le fait de donner la parole à tout le monde, de ne pas hiérarchiser une parole savante ou une parole pas savante, une parole autorisée, non autorisée, de laisser véritablement les gens parler, sans les guider, sans essayer de les emmener là où on a envie d'aller. Et quelque part, ça nous a aussi un peu poussé à réfléchir sur ce que c'est que la liberté d'expression. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on s'est autant interrogé au contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les gens aujourd'hui dans les cortèges Gilets jaunes, parce que moi j'ai abordé Réservoir Apps surtout par rapport à son rôle de média dans les cortèges de Gilets jaunes, mais aussi plus généralement, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression ? Et qu'est-ce que devrait être la liberté d'expression ? Voilà, donc on a essayé de tenir ces 2 choses-là. Mais pourquoi tu m'as choisi moi alors ? Pourquoi moi et pas un autre ? Alors moi je t'ai choisi d'abord parce que par respect pour la performance, par la loyauté envers le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de journalistes au départ, et effectivement il y en avait très peu à l'arrivée. On s'est retrouvés dans certaines manifestations, on était 30 et il y avait toujours Rémi. Et quelque part je pense que ça marque aussi une façon non seulement de faire son travail, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être journaliste ? Quel rapport à la société et aux gens avec lesquels on travaille ? Moi, c'est pareil comme anthropologue. Je peux arriver, je peux faire mon terrain, écrire un très bel article et oublier complètement comment les gens vivent, oublier complètement les amitiés qui se sont nouées. Oui. Et je pense que c'était ça que j'ai apprécié dans ton travail, c'est que le travail, il valait pas seulement pour le résultat. J'ai fait des belles images, j'ai fait tant de 1000 vues, mais finalement dans un processus aussi de rencontre avec des gens, et que finalement c'est une expérience humaine aussi, le journalisme. Un témoignage par rapport à l'instant aussi.
mais peut-être aussi, mais moi, je dis ce qui m'a... Oui. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la loyauté. C'est-à-dire, j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, pas seulement quand il y avait 300 000 personnes dans les rues, mais j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes comme mouvement, indépendamment du fait que maintenant il y a 30 ou 40 personnes. Ces 30 ou 40 personnes, ils valent autant comme individus pour ce qu'ils ont à dire que les 200 000. Et d'être resté... Et bon, donc il y avait cette performance-là aussi. Et puis cet engagement presque humain, quoi. Parce que tu avais eu une envie de rencontrer, de faire parler quelqu'un qui filme. C'était une idée de départ que tu avais déjà depuis un moment ou... Voilà, donc moi j'avais envie de travailler sur les médias indépendants, D'accord. parce qu'en fait il n'y a pas que Réservoir Apps, il y a Bien un sûr. certain nombre de médias qui sont nés, notamment dans les mouvements sociaux. Il y en a eu beaucoup dans Nuit debout, qu'on a Oui. retrouvé ensuite dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc je trouvais que c'était très intéressant parce qu'il y a une défiance totale en ce moment de la société envers les médias, et puis il y a une réponse. Il y a une réponse qui est effectivement tous ces médias indépendants. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que je trouvais qu'il y avait une espèce de concordance entre la façon dont fonctionnaient les cortèges de Gilets jaunes. C'est-à-dire que dans les cortèges, moi, je pourrais expliquer après comment j'y suis arrivée, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une circulation de l'information. C'est-à-dire que le cortège est lui-même un média. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de personnes. Tout le monde ne dit pas la même chose, mais que si on se promène et on passe d'un individu à l'autre, c'est un peu comme de surfer sur Internet. Il y a véritablement de l'information qui circule. Et je trouvais que c'était très intéressant d'étudier ces nouveaux médias en fonction, par rapport au cortège, parce qu'on coupait aussi l'idée que ce qui se passerait sur Internet et ce qui se passait dans la vraie vie était fondamentalement différent. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que finalement, ce qui se passe sur Internet, c'est en continuité avec ce qui se passe dans les cortèges de Gilets jaunes. Et je crois que les cortèges de Gilets jaunes étaient exemplaires de ça par rapport aux cortèges syndicaux, où il y a une unité de discours, une unité de slogan. Dans les cortèges de Gilets jaunes, le fait que c'était des gens tout à fait hétérogènes, contrairement à ce qu'on a dit, il y a vraiment de tout dans les Gilets jaunes, tous les âges, toutes les opinions politiques, toutes les classes sociales, et ben ça permettait de surfer au sein de ce que pouvait être une espèce d'échantillon, même si c'est pas forcément ça le terme, d'un état de la société, un état de pensée d'une certaine société, notamment urbaine ou périurbaine, à un moment donné. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire quelque chose sur les médias et le rapport entre les médias et les mobilisations de rue. Et tu as eu envie depuis longtemps, depuis le début où tu es arrivé? T'es arrivé quand, toi? Alors moi je suis arrivée vraiment pas par hasard, mais en fait je suis arrivée en décembre, alors c'est quoi, 2018 je pense. 2018? J'ai vu comme tout le monde les Gilets jaunes à la télévision, je savais pas très bien quoi en penser. Oui. Il y avait beaucoup, même au niveau du monde universitaire. Tu as connu ça à la télévision au départ? Bien sûr, ouais, j'avais quelques collègues qui Parce que j'y suis arrivé le premier jour, il n'y avait pas encore un reportage sur quoi que ce soit, puisque on avait parlé d'autre chose auparavant, mais ça a commencé le 17 novembre. Voilà, moi j'avais une collègue qui était partie manifester, moi j'étais gardée avec l'idée du diesel, ça m'intéressait moyennement. Oui. Et puis après j'ai vu les images aux Champs-Élysées, je me suis dit merde, j'aurais dû y être, quoi. Et puis j'ai rencontré mon premier cortège parce que début décembre, il y a la CGT qui fait toujours un cortège contre la précarité, et j'étais dans ce cortège et il y a eu un moment, je sais pas si c'était à Bastille, on s'est rejoints et j'ai rencontré des gens et je me suis dit tiens, mais c'est extraordinaire parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'occasion de sortir de Paris, soudain c'est des gens qui venaient pas de Paris et qui me racontaient qu'est-ce qu'on vivait en dehors de Paris. Et ça j'ai trouvé ça super parce qu'on vit tous dans des bulles, surtout Paris. Paris c'est un milieu très privilégié, tout Paris n'est pas pareil, mais on vit quand même dans une bulle. Et j'ai trouvé ça très enrichissant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y aller petit à petit. C'était vraiment au tout début, parce que tu me dis décembre 2018, donc c'est les premiers actes. Oui, après je dirais pas que j'y suis allée systématiquement, mais j'y allais une fois par mois, ou j'y allais 1 heure, où je regardais passer les cortèges. Donc, c'est intéressant par rapport à ton travail, pour rencontrer, pour comprendre. Alors je dirais que je suis allée... moi j'ai jamais fait de travail sur... je suis pas sociologue des mouvements sociaux, je le dirais peut-être, mais moi je suis sociologue du travail, mais j'ai beaucoup travaillé en Amérique du Sud, avec des ouvriers, des mineurs de fonds, et maintenant je travaille dans des maisons de prostitution. Oui, tu m'avais dit. Mais j'y suis allée de la même façon que je fais de la sociologie, c'est-à-dire parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe
dans le monde. Mais j'y suis jamais allée en pensant faire un travail de sociologie. Et d'ailleurs, j'en fais pas. C'est des opportunités. Il y a eu cette revue en grève, puis il y a eu la rencontre avec toi aussi. Mais je fais pas un travail de recherche comme beaucoup de chercheurs font sur les gilets jaunes. Il y a des très très bons travaux qui se font actuellement. Et pour revenir à pourquoi je me suis intéressée à toi. Oui, mais à partir de quand? Alors, j'ai commencé par rencontrer des gens oui. dans le cortège. Et puis, comme beaucoup d'entre les gens qui nous regardent, je pense, on va aussi dans des collectifs parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on ne se sent pas jugé, parce qu'on s'y sent accueilli. J'ai rencontré Alain, j'ai rencontré Marie-Jeanne, j'ai rencontré Olivier, j'ai rencontré un certain nombre de gens. Et puis Rémi, c'était difficile de te rencontrer parce que je te rappelle qu'on connaît principalement ta casquette. C'est un peu ce que je vois là, les gens ne voient pas, mais moi je vois un téléphone. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré Rémi. Et parce qu'au départ, je ne savais pas qu'en plus, de temps en temps, tu retournais le téléphone et qu'on pouvait voir ton visage. Donc j'ai d'abord vu un téléphone et mais je me suis dit quand même, ce mec il est là tout le temps. Puis je te voyais marcher à reculons, alors des fois on se dit mais il va se casser la gueule quand? Et puis je veux dire, il y avait cette curiosité aussi pour la performance. Et puis je suis allée voir, c'est Alain je crois qui m'a donné l'adresse. Je suis allée voir Réservoir Apps et puis j'ai trouvé que ce travail-là, il se différenciait aussi de ce que faisaient les autres liveurs, parce qu'il y avait à la fois de filmer les autres, mais de se mettre aussi un petit peu en danger soi-même, en se filmant soi-même, c'est-à-dire de ne pas toujours être dans une position d'observateur, et aussi d'être, de se filmer soi-même comme tu le fais régulièrement, et puis ce que je disais, le fait que tu étais là toujours, cette relation très particulière que tu as avec les gens. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, sur Réservoir Apps, le cortège, il continue. Il continue même quand t'es pas là, parce que j'ai vu que sur des lives, on pouvait chatter même quand t'étais pas là. Oui. Et je me suis dit, ça, c'est unique, parce que les autres, quand ils éteignent leur caméra, ils restent propriétaires de leurs images. Alors que sur Réservoir Apps, ça permet au cortège de continuer le dimanche, le lundi, le mardi, et puis la discussion qui s'est faite sur Réservoir Apps, de continuer dans le cortège du samedi. Et c'est ça que j'ai eu envie aussi de... je sais pas si d'analyser, mais de présenter. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, notamment les gens qui lisent encore les revues papier, qui connaissent pas très bien ce qui se passe sur Internet. Et pour des sociologues, c'est fascinant de voir justement à quel point il n'y a pas de rupture entre le réel, la vie quotidienne, la vie collective, et ce qui se passe sur Internet. Oui. Voilà, et c'était surtout ça. C'est pas forcément su par tout le monde, pourtant il y en a qui pensent le contraire, alors qui pensent que c'est très différent. On a beaucoup analysé ça comme ça. Bon, on s'est rendu compte dès les printemps arabes que c'était pas vrai, que ça marchait. Mais disons qu'on connaît beaucoup Internet dans ce qui permet aux gens de s'organiser. Rendez-vous à telle heure, alors il y a les messages WhatsApp, il y a le Facebook, on peut remettre les images, etc. Mais peut-être cette imbrication des lives, parce qu'en fait c'est aussi les lives qui ont permis ça, entre ce qu'on vit en live et ce qu'on vit en vrai. D'abord c'est tout nouveau, parce que c'est toi qui me l'as dit, je crois que les lives ils ont... avec les réseaux sociaux, avec abonnés, oui, depuis 2015. Depuis 2015, mais leur véritable diffusion... ça commence à bien marcher depuis... par rapport à des événements. Tu m'as dit Nuit debout, mais les Gilets jaunes... Voilà. Ça commence, quoi. Donc c'est nouveau, donc les gens ne sont pas au courant, mais aussi on n'a pas pris conscience qu'on avait complètement changé. Parce que là, il ne s'agit plus d'annoncer ou de rendre compte d'un événement qui se déroule en vrai sur Internet, mais de vivre en simultané avec les lives. Et on voit bien comment les gens, y compris maintenant, ils posent pour les lives, ils construisent un discours. Et puis moi, ce qui m'avait impressionné, les gens se revoient aussi comme dans un match de foot pour savoir comment se positionner, ne serait-ce que par rapport à la police, ou aussi finalement les gens s'approprient le média et ils s'approprient aussi le discours. Les gens disent je me suis regardé, j'ai vu comment je parlais, je me suis comparé avec la façon dont parlaient par exemple les journalistes professionnels, j'ai choisi ma propre façon de parler, j'ai voulu me différencier des journalistes professionnels, mais aussi peut-être prendre en compte certaines erreurs pour pas les commettre à nouveau. Et ça c'est bien ça. Elle s'éclate sur son jouet. Elle nous en a foutu partout, on se croirait en manif. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de nouveau et comme je disais, je pense que Réservoir Apps,
la pousser d'une façon que n'ont peut-être pas poussé les autres. Bon, je pense à ce qui se passe sur Vécu, etc. Que je pense qu'on est beaucoup ici à apprécier. Mais je veux dire, cette interaction continuelle entre le live, les cortèges, et ce qui se passe donc à la fois dans la rue et ce qui se passe sur Internet, c'est quand même, quelque part, c'est quand même une invention de Rémi Bourneville de l'avoir porté à ce point paroxystique, et qui fait qu'on regarde, moi aussi, je suis comme tout le monde, de temps en temps, on s'allume Rémi, et puis voilà, et puis on a l'impression, même si on est tout seul dans sa cuisine, qu'on est à nouveau entouré, parce que dans la room, on commence à rencontrer les gens. Bien sûr. Donc je crois que c'est une Ça, expérience c'est le direct, unique. Ouais. C'est une plateforme assez unique. Direct, on dit direct parce qu'il y a aussi une room, enfin une chambre, enfin une possibilité de s'exprimer, et c'est pas simplement le direct. Parce que le direct, ça fait longtemps que ça existe, même sur des téléphones, une possibilité de filmer des choses et de les retransmettre. Mais là, depuis 2015, c'est le réseau social intégré, c'est la possibilité de gagner des abos, d'avoir des personnes qui viennent écrire, et ça c'est tout neuf, quoi. Ça se rajoute. Et puis c'est rigolo parce que ce live, en fait on pourrait se le passer, moi je me regarde jamais les replays, et je me dis mais pourquoi ? C'est un peu comme les gens qui veulent pas acheter une reproduction d'un tableau et qui veulent acheter le vrai, mais finalement le résultat est le même, ce qu'on voit c'est la même chose, et on a tous envie de regarder du direct. Pas parce qu'on attend qu'une pomme te tombe sur la tête, mais parce qu'il y a une espèce comme ça Enfin, il y a un enjeu qui est différent, même si on n'attend pas le buzz ni rien. Bien sûr, c'est le direct. Et c'est le partage aussi. C'est l'idée qu'on est tous en train d'écouter en même moment la même chose, et qu'il n'y a pas de décalage entre ce que tu dis et ce qu'on entend. D'accord. Et c'est vraiment... Enfin, moi j'ai essayé d'analyser ça. C'est incompréhensible parce que j'aurais la même information si je regarde le replay. Il se passera exactement la même chose. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, dans la société. Il y a tellement de directs. Les replays, c'est quand t'as raté, mais des fois tu peux aller vite dans le replay. Mais il y a tellement de choses à voir aussi. C'est le côté direct où t'es là, quoi. Puis tu peux aussi partir d'un direct à un autre. Oui, mais c'est le côté où tu partages... Enfin, je veux dire, quelque part, ce qu'on essaye de retrouver sur le direct d'un réseau social, c'est véritablement le réseau social. Même si on ne connaît pas les gens, on sent que quelque part, on est plusieurs à voir la même chose. C'est un peu comme la différence entre aller au cinéma tout seul ou aller au cinéma dans une salle où il y a des gens, même si on ne parle pas avec les gens. Et de regarder un film chez soi. Voilà. Au cinéma, il y a du monde. Même si on est tout seul dans la salle, on a envie qu'il y ait des gens autour de nous. Là, justement, il y a du monde dans la salle, enfin dans la chambre, dans la room. Sur notre plateau. Et c'est vrai que c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on est content. Il y a des gens... C'est même pas regarder les autres, c'est juste savoir qu'on fait quelque chose en même temps que les autres, qu'on partage quelque chose en même temps que les autres. Et c'est presque rassurant sur notre humanité, parce que des fois on se demande ce qu'on a à partager avec les gens, et on se rend compte dans ces toutes petites choses que c'est ça qui fait l'humanité. Juste le fait d'être assis à côté d'un autre humain, quelque part ça nous rassure. C'est comme certains animaux, ils ont besoin d'être en troupeau pour exister, et nous... y compris si on discutait peut-être avec notre voisin, on le trouverait très con, on le supporterait pas 5 minutes. Mais le fait de savoir qu'il est là, ça, dans la salle de cinéma ou dans la room de WhatsApp, de Réservoir Apps, on est content de... Tu analyses bien les choses, c'est ton travail, c'est ton métier, et puis tu les dis bien aussi. Et ça reprend un peu ce que je dis aussi souvent. Tu t'expliques les mécanismes, enfin comment ça fonctionne. Ça fait partie de ton travail tout ça, d'expliquer comment fonctionnent les choses, les rapports humains. Alors ça serait plutôt... c'est pas vrai. Bon, moi je... Ça fait un peu partie de ce que tu m'as dit. Peut-être. Moi j'étudie l'homme en société. Là c'est un peu des ressorts de l'expérience vécue. Et quand je m'entends, je écoute aussi ce que les gens m'ont dit quand j'étais dans les cortèges. Quand j'étais dans les cortèges, j'ai aussi discuté avec les gens de comment eux ils recevaient Réservoir Apps. Et il y avait quelqu'un qui me disait, c'est d'ailleurs dans la revue, on vous montrera ça après, il y avait quelqu'un qui s'appelle Laurent qui disait mais moi quand je mets Rémi, je me retrouve comme mon gamin quand il met ses influenceurs le soir sur YouTube, c'est comme finalement de retrouver un vieux pote, etc. Donc je pense que ce que je dis aussi, c'est ce que chacun expérimente quand on est aussi dans les cortèges. Ou un truc qui m'a étonné quand je suis arrivée dans les cortèges, d'abord le fait que personne te demande qu'est-ce que tu fais là, ni d'où tu viens, ni ce que tu fais. Je trouve ça très très agréable. Tout le monde, on est un parmi d'autres.
mais ces autres, ils existent. Et puis aussi le fait que on peut aller d'un à l'autre et tout le monde va vous parler, et tout le monde va vous recevoir. Et c'est aussi cette expérience-là que j'essayais de décrire quand je parlais de ce que ça me faisait de regarder les lives de Rémi. Après, moi, mon travail de sociologue, c'est un petit peu d'oublier les individus comme individus, essayer de voir ce qu'il y a de commun entre eux. Mais bon, ça commence par là aussi. Si on n'avait pas cette commune humanité, on ne fabriquerait pas de la culture ensemble, des pensées ensemble, des modes d'action ensemble. Mais moi, malheureusement, mon travail s'arrête un peu. Bon, je parle avec des individus, mais j'essaye surtout effectivement de voir ce qui les unisse au niveau de leur pratique et de leur mode de pensée. Donc peut-être tu as raison, ça rejoint un peu ça. Mais là, c'est plus une expérience existentielle d'appartenir à l'humanité. Le numéro liberté, donc voilà. Alors, le journal des anthropologues, on peut le trouver, si vous le googlisez sur Internet, vous trouverez le site et vous verrez comment l'acheter. On tape journal des anthropologues sur Google, on fait voilà, on tape journal des anthropologues sur Google, on tombe ou ailleurs, parce que Google tout le temps, ou ailleurs. Ou ailleurs, et on tombe sur l'Association française des anthropologues, qui est donc l'association qui édite ce journal. Nous, on est une association et on fait parmi d'autres choses ce journal. Et ensuite, donc on peut le commander, et aussi on peut acheter à l'article. Et aussi, je vais, on verra comment, parce que moi, je peux aussi mettre le PDF en libre accès. C'est-à-dire que les revues pour vivre, elles se vendent pendant 2 ans, et ensuite, tout est en accès libre sur Internet. Et par contre, celle-là, pour des raisons de lutte, elle est en accès libre sur Internet. Celle-là, on ne l'a jamais vendue. Donc les gens qui sont intéressés, ils peuvent la trouver. Ils tapent Journal des anthropologues, Nos terrains c'est la lutte. On peut retrouver le passage sur les Gilets jaunes aussi. On peut retrouver le passage, on peut retrouver l'album photo. Et celui-là, il est en accès libre. Et celui-là, on peut retrouver soit l'article, je crois que l'article coûte 5 €, mais on pourra voir aussi comment, peut-être, les gens qui me connaissent peuvent me demander et je leur enverrai le PDF. Pour ceux qui veulent payer, ils peuvent payer. Puis ceux ça ceux qui peuvent pas, soutient les revues. C'est déjà bien de le dire. Ouais. C'est bien, ça soutient. Il y a ceux qui soutiennent les pour soutenir tous ceux les qui ont contribué. youtubeurs et ceux qui. Et puis il y a l'album photo aussi. Si on l'achète en vrai, on peut avoir l'album photo que je donnerai évidemment aux personnes qui sont sur les photos. Il y a quelques photos, puis après c'est parti pour Bonjour Facebook. Après, voilà. Tu m'as mis en titre Bonjour Facebook. Je t'en parlais tout à l'heure. Après, voilà. Et ça te rappelle quelque chose? Parce que j'ai déjà dit Bonjour Facebook, voilà. Mais sinon, il n'y a pas que Facebook, il y a YouTube, voilà. Mais je pouvais pas faire un titre avec tous tes titres à toi. Bien sûr. Parce que là, il faut citer. Je travaille dans une université, on avait eu l'occasion. Tu donnes des cours ou Je donne des cours de façon. De sociologie? Peu régulière, d'anthropologie. En fait, dans les universités, il y a 2 statuts. Il y a les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Parce que les chercheurs, ils travaillent au CNRS ou ils travaillent à l'IRD comme moi, qui sont des instituts de recherche. Et on est hébergé dans les mêmes laboratoires que les universitaires. Donc nous, on n'a pas des charges minimum de cours. On donne des cours, mais beaucoup moins que nos collègues qui sont enseignants-chercheurs. Vous êtes où ? Moi, je suis à l'université de Paris. En fait, c'est Paris Diderot. Mais maintenant, les universités, c'est comme tout. On devient des grands pools. Ça s'appelle l'université de Paris. Avant, ça s'appelait Paris 7, maintenant Paris Diderot. On a fusionné avec Paris Descartes. Parce que le but, c'est comme les hôpitaux. On subit exactement les mêmes réformes. C'est de faire des énormes pools qui permettent à la fois de faire des économies administratives et qui permettent aussi d'apparaître dans le classement de Shanghai comme une seule université et de concurrencer les prix Nobel et les publications des universités américaines. Le classement de Shanghai. Ça s'appelle le classement de Shanghai. C'est un classement qui a été fait effectivement par l'université de Shanghai et auquel tout le monde s'accroche comme si le fait de faire partie de ce classement était un gage de qualité. Et on le voit très bien dans la recherche actuelle que finalement on fait beaucoup de buzz aussi dans la recherche. Je crois que la crise sanitaire l'a démontré. Et que finalement toutes ces réformes, soi-disant au nom de la performance, la compétitivité, ne font que déjà faire la misère dans les universités. Juste pour dire 2 mots,
il y a plus d'un quart du personnel enseignant qui est précaire, c'est-à-dire qui n'est pas titularisé, qui est payé à l'heure en dessous du SMIC, en sachant qu'une heure de cours, c'est au moins 5 ou 6 heures de préparation, plus 5 heures de correction des copies. Puis tout ça, ça se fait au détriment de la qualité de l'enseignement pour les gens qui envoient leurs enfants à l'université publique, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas l'argent ou qui n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants dans des universités privées. Et que, on l'a vu aussi pendant le Covid, cette idée où il y aurait des recherches qui seraient plus en phase avec le marché, notamment des recherches qui pourraient être financées par des laboratoires, ça fait qu'on oublie certains pans de la recherche. Au début du Covid, il y a eu une tribune d'un virologue qui s'appelle Bruno Canard, qui a raconté ça très bien, comment en fait, comme c'était de la recherche fondamentale, on avait arrêté la recherche sur les coronavirus pour se focaliser sur des choses qui, par exemple, pouvaient donner des médicaments ou pouvaient donner des choses plus rentables, puisque maintenant, dans la recherche, on est obligé de s'adosser au marché. Et voilà, c'est un exemple délétère de ce que ça fait quand la recherche s'adosse au marché. Il y a aussi, on veut faire financer des licences. BNP Paribas participe à un diplôme sur le développement durable. Je vous laisse comprendre le paradoxe que ça peut avoir. Donc aussi, une des raisons pour lesquelles on était en grève, c'est pas nos statuts, c'est non seulement parce qu'on a besoin d'enseignants pour enseigner bien, on a besoin d'argent pour faire un enseignement de qualité, mais aussi parce qu'on est contre cette logique de plus en plus forte d'adosser la connaissance à la loi du marché. Et par exemple, si on ne fait que de la loi du marché, j'aurais jamais pu publier un article sur Réservoir Apps et sur Rémi Bourneauville. On n'aurait pas pu traiter des sujets comme la liberté. Et voilà, je pense que tous les gens qui nous regardent comprennent aussi l'importance de continuer à faire de la recherche sur un monde. C'est aussi penser au monde possible, c'est aussi penser à ce monde meilleur que réclament les Gilets jaunes, de pouvoir penser à un monde qui ne soit pas complètement articulé avec les lois du marché. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu sur la situation des universités, en espérant que en septembre on puisse ouvrir, parce que on a beaucoup entendu la culture, mais finalement on a très peu entendu les universités et tous ces étudiants qui sont enfermés chez eux quand ils ont la chance d'avoir chez eux, sans travail, qui se retrouvent au Resto du Cœur et qui surtout se retrouvent sans le collectif duquel on vit tous, et nous c'est l'université. Voilà. Je te remercie, Pascal. Merci à toi d'avoir permis de faire vivre un peu le travail de la revue, du journal des anthropologues, et puis d'avoir pu partager un petit peu le point de vue d'une universitaire qui à un moment s'est retrouvée dans les manifestations, dans les cortèges des Gilets jaunes. On peut dire que c'est acté. C'est acté. Il y a quelque chose qui va rester, quoi. En tout cas, ça reste. Même si tous d'élite. Ça reste là, mais puis ce qui reste, c'est pas important, c'est pas les histoires individuelles, mais effectivement, c'est les histoires collectives. Et je pense que Réservoir Apps aussi, ça a servi à ça. Je crois que c'est des archives formidables pour les chercheurs du futur, quoi. Ils auront tout. Nous, on voit les historiens, par exemple, on a vu avec l'histoire de la commune, ils essayent de grappiller des bouts de documents, il n'y avait pas de photos, très peu de photographies, pas d'images animées. Mais là, en plus, avec Réservoir Apps, on a le discours des gens tel qu'il a véritablement été dit, sans coupure, etc. Donc je pense qu'effectivement, les sociologues et les historiens vont en faire leur pain béni pendant des décennies. J'espère que tu vas mettre tout ça un jour en accès libre, ça sera ton legs à l'humanité et à l'histoire de la... C'est sur YouTube, aussi sur Odyssée, il faut que ça reste. Et puis après, j'ai tout ça sur des disques durs, mais il va falloir que ça... j'ai pas fini de sortir des images, voilà. Oui, écoute, quand tu seras à la retraite, tu feras ça et ça sera un leg à l'histoire contemporaine, quoi. Je te dis à très bientôt. Au revoir, et merci, peut-être au 1er mai, tout simplement. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.